Salut, je m'appelle Ozri. Au dîner d'anniversaire de mon beau-père, j'ai accidentellement renversé un verre de vin. Il m'a frappé au visage, puis a hurlé que je devais me mettre à genoux et le lécher sur le sol comme un chien. Ma femme, elle n'a pas bronché. Elle a juste chuchoté, peut-être que tu n'as pas ta place ici. Alors, je suis parti tranquillement, mais quand ils sont rentrés à la maison, il y avait 67 appels manqués. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand celui qui est silencieux arrête de tendre l'autre joue? Cette histoire ne parle pas seulement d'humiliation. Elle parle de ce qui se passe quand le silence se transforme en pouvoir. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de nous dire d'où vous regardez. Parce que croyez-moi, vous allez vouloir entendre la suite. Le verre de vin tremblait légèrement dans ma main alors que je me levais de ma chaise, m'éclaircissant la gorge. La longue table en acajou s'étendait devant moi comme un pont étroit entre deux mondes. L'un où j'appartenais encore et l'autre où je n'avais pas remarqué que j'en avais déjà été expulsé. Juste un petit toast, ai-je commencé, ma voix douce mais stable. À Monsieur Stanford, dont les conseils. Oh, s'il te plaît, a coupé Graham avec un sourire narquois, levant paresseusement son verre. Portons un toast à quelqu'un qui a réellement fait quelque chose cette année. Des rires ont parcouru la table. L'argenterie polie a teinté. J'ai forcé un sourire crispé, essayant de passer la bouteille de vin à Marsha, assise en face de moi, mais ma main a légèrement tressailli. Quelqu'un m'a donné un coup de coude. Le verre a glissé. Une éclaboussure de rouge a fleuri sur le blazer de couleur crème de Stanford. La table s'est tue. J'ai regardé la tache qui s'étendait, figée. Stanford s'est levé lentement, brossant sa veste comme s'il chassait une mouche. Puis, sans prévenir, son poing a rencontré ma mâchoire, durement. Un claquement sec a retenti. Mes lunettes ont volé. La douleur a éclaté dans mon visage. La pièce a halté. Des chaises ont grincé. Pourtant, personne n'a bougé. J'ai cligné des yeux, hébété, essayant de me stabiliser. Du vin coulait de ma manche, du sang de ma lèvre. Hélène était assise, figée à côté de moi, son visage illisible. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a même pas tendu la main pour prendre une serviette. Elle s'est légèrement penchée, juste assez pour que personne d'autre ne puisse entendre, et a chuchoté, presque gentiment, peut-être que tu n'as pas ta place ici. Cela m'a coupé plus profondément que le coup de poing. Je me suis redressé lentement. Le bourdonnement dans mes oreilles ne venait pas du coup. Il venait de la vérité que j'avais ignorée depuis trop longtemps. Personne n'a offert d'aide. Pas de serviette, pas de questions, pas un regard. Je me suis détourné de la table et je suis sorti par les portes-fenêtres sur le patio. L'air frais du soir a rencontré ma peau. Les grillons chantaient au-delà des haies. Je suis resté là, regardant à travers la vitre. À l'intérieur, quelqu'un a fait une blague, puis des rires. Puis la fête a repris comme si de rien n'était. Juste un autre toast qui a mal tourné. Juste un autre moins que rien qui part tranquillement. J'ai quitté le domaine sans dire un mot. Le gravier crissait sous mes chaussures alors que je descendais l'allée. Du sang séchait au coin de ma bouche et je l'ai essuyé avec le dos de ma manche. Une larme a menacé de couler, mais ne l'a pas fait. Pas ce soir. Le chemin du retour était long. Je suis passé devant des pelouses manucurées et des porches parfaits. Chaque maison était éclairée, chaude et lumineuse, comme un monde dans lequel je ne m'intégrais plus. Au coin de la rue, un chien a aboyé une fois. Quelque part, un carillon a tinté doucement. Au moment où j'ai atteint notre rue, le ciel était passé du bleu au bleu marine profond. J'ai enlevé mon blazer et je l'ai jeté dans la poubelle près de notre immeuble. Je ne pouvais même pas le regarder. Le vin, le sang, le silence, tout était imprégné dans le tissu. À l'intérieur, je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas appelé Hélène. Je n'ai pas vérifié si elle était rentrée. Je suis juste allé à la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et je me suis fait une tasse de thé à la menthe. Le parfum chaud a rempli la pièce. Je me suis assis à la table, seul, regardant la vapeur s'enrouler et disparaître. Pas de larmes, pas de rage, juste un vide silencieux si épais qu'il semblait être une autre présence dans la pièce. J'ai finalement pris mon téléphone. Pas de texto, pas d'appel, rien. Juste une nouvelle photo postée dans le fil de discussion du groupe familial. Stanford, Marsha, Graham et Hélène, tous levant leurs verres, souriant. Je n'y étais pas. Ils m'avaient recadré.
Je l'ai regardé pendant longtemps. Non pas parce que ça faisait mal, bien que ce soit le cas, mais parce que j'ai enfin compris. Il m'avait effacé bien avant que je ne renverse ce vin. Ma prise s'est resserrée autour du téléphone. Et puis il a vibré une fois, puis encore, et encore. 10 appels manqués d'Hélène, de Graham, même de Marsha. Mais je ne leur ai pas répondu. Je n'attendais pas d'excuses. J'attendais autre chose. Je n'ai pas répondu aux appels et je suis resté assis là, les laissant aller et venir, regardant l'écran s'allumer et s'éteindre à nouveau. Il n'y avait plus rien à dire que je n'avais pas déjà entendu dans leur silence plus tôt ce soir. Le thé avait refroidi. Je me suis levé lentement, le corps endolori à des endroits que je n'avais pas remarqués plus tôt. La mâchoire douloureuse, l'épaule raide. J'ai traversé le couloir en direction de la pièce où je n'entrais plus que rarement. Le petit bureau à l'arrière de la maison, niché derrière la chambre d'amis, mon bureau. Du moins, c'était le cas. J'ai allumé la lampe. La lumière était d'un ambre doux. La poussière flottait à travers elle comme de la neige lente. Je ne m'étais pas assis à ce bureau depuis longtemps. Pas depuis que les choses avec Hélène ont commencé à passer de froide à glaciale. Cette pièce sentait encore faiblement le cèdre et la vieille encre d'imprimante. J'ai passé ma main sur la surface du bureau, puis j'ai ouvert le tiroir du milieu. Des factures, des garanties expirées, des manuels aléatoires d'appareils électroniques que je ne possédais plus. Puis je l'ai vu. Le tiroir en bas à droite, verrouillé. La clé avait toujours été scotchée sous le bureau. J'ai atteint dessous, je l'ai décollée et je l'ai glissée dans la serrure. Elle a tourné avec un clic réticent. À l'intérieur, une mince pile de dossiers, quelques reçus et une enveloppe de couleur crème. Le logo de l'entreprise imprimé en gris foncé en haut. Stanford Holdings. Je me suis assis. Je me souvenais de cette enveloppe. Je me souvenais de chaque détail de la nuit où elle m'a été remise, il y a des années maintenant. Juste après notre retour de lune de miel avec Hélène. Stanford m'avait appelé dans son bureau au domaine. Il y avait du scotch sur la table, 2 verres versés. Je n'offre pas ça à la légère, a-t-il dit en faisant glisser l'enveloppe sur le bureau. Mais tu fais partie de la famille maintenant, et je crois aux formalités. À l'intérieur, un contrat, un poste, un titre avec quelques responsabilités, VP de l'intégration stratégique, ou quelque chose d'aussi creux. À première vue, ça avait l'air impressionnant. Mais en lisant les petits caractères, la vérité a fait surface. Pas de participation, pas de pouvoir de décision, pas d'accès au conseil d'administration, juste un titre et une laisse à peine voilée. Tu représenteras la famille, avait-il dit en faisant tourner son verre. En façade, nous avons besoin de quelqu'un avec ton look, ton calme, tes antécédents. Je me souviens l'avoir regardé, essayant de cacher ma confusion. Puis ça a fait tilt. Je n'étais invité à rien. J'étais placé. Je peux en prendre une copie pour mes dossiers, avais-je demandé poliment. Il a cligné des yeux, a souri. Bien sûr. J'admire un homme qui lit avant de signer. Je n'ai jamais signé. Et je n'ai jamais rendu la copie. Maintenant, des années plus tard, cette enveloppe était de nouveau devant moi. J'ai sorti les papiers, encore impeccables, seulement légèrement jaunis sur les bords. Mon nom tapé proprement en haut. La ligne de signature vide. Mes yeux ont parcouru le texte familier. Clause 14. Toutes les décisions de succession doivent être ratifiées par un vote complet du conseil d'administration. Toute désignation unilatérale est considérée comme nulle et non avenue. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Cette clause m'était restée en tête tout ce temps. Quelque chose dans la façon dont elle était formulée. J'avais toujours soupçonné que l'entreprise familiale de Stanford était plus un jeu d'ombre qu'une structure. Mais maintenant, après ce soir, après ce coup de poing, après le murmure d'Hélène, je n'étais plus si sûr qu'il ait jamais suivi ses propres règles. J'ai regardé le document à nouveau, non pas comme un gendre, mais comme un homme qui avait un jour été censé jouer le jeu et se taire, et je l'avais fait pendant trop longtemps. Je suis resté assis là, tenant ce papier à 2 mains. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petit. Je me sentais clair. Il n'a jamais été question de m'intégrer. Il s'agissait de me placer devant les caméras, les clients, les salles de conseil, quelqu'un avec un visage calme et une langue silencieuse. Il ne voulait pas un partenaire. Il voulait une marionnette. Je me suis levé et je suis allé à la bibliothèque, j'ai sorti un classeur où je gardais quelques vieux dossiers fiscaux.
J'ai glissé le contrat à l'intérieur, non pas pour le cacher, mais pour le protéger. Il signifiait quelque chose. Maintenant, de retour au bureau, j'ai branché mon téléphone pour le recharger. Un doux carillon a retenti. Un autre message vocal. Je n'avais pas reconnu le numéro quand il est arrivé la première fois. Je pensais que c'était peut-être plus de bruit d'Hélène ou de Graham ou peut-être de Stanford lui-même, réalisant enfin ce qu'il avait fait devant 70 personnes. Mais celui-ci était différent. Pas de nom de contact. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'une femme. Calme. Mesurée. Monsieur Ozry, ici Sandra Thomas de Hallwell Raburn LLP. Nous vous contactons au sujet d'un litige en cours impliquant le Stanford Family Trust. Vous pourriez être une partie nécessaire à l'affaire. Veuillez nous rappeler à votre meilleure convenance. Je me suis assis en arrière dans le fauteuil. La pièce est redevenue silencieuse, comme si elle avait aussi retenu son souffle. Je n'ai pas rappelé tout de suite. D'abord, j'ai fait un autre arrêt, quelque part où j'avais juré de ne jamais retourner. Le centre-ville était principalement endormi quand je me suis garé dans le parking souterrain sous Stanford Associates. Le bourdonnement de la ville s'était éclairci en un murmure lointain, le genre qui rend tout un peu trop calme. Je suis resté assis dans mon camion un long moment, regardant les portes de l'ascenseur comme si elles pouvaient s'ouvrir d'elles-mêmes. Puis j'ai sorti mon ancien badge d'accès. Les bords étaient usés, presque pliés par des années passées dans des tiroirs, des portefeuilles et des boîtes à gants. Je n'étais même pas sûr qu'ils fonctionneraient encore. Mais quand je l'ai tapé contre le lecteur et que la lumière est devenue verte, je suis resté là un instant. Le cœur battant, non pas de peur, mais de quelque chose de plus froid. L'incrédulité peut-être, ou la mémoire. L'ascenseur s'est ouvert au 5e étage, et la lueur stérile des néons s'est allumée un par un. Des cubicules vides s'étendaient devant moi, propres, intacts, disposés comme une salle d'exposition que personne n'osait déranger. J'ai marché lentement devant eux, chaque pas étouffé par l'épais tapis commercial. Une rangée de plaques bordait le mur, toutes portant le nom de Stanford en or. Excellence en leadership, visionnaire des affaires, philanthrope de l'année. Ils n'en ont jamais fait une qui disait Marie, père. Certainement pas beau-père. J'ai passé la salle de conférence sur la gauche, celle où Hélène et moi avons un jour projeté notre diaporama de mariage pour des investisseurs lors d'un gala de charité. Je me souviens à quel point Stanford avait l'air fier alors, comme si j'étais une sorte de trophée utile. Ce soir, ce même écran brillait de graphiques boursiers rouges et verts en direct de la salle des marchés. Le monde continuait de bouger, même si vous ne le faisiez pas. La porte du bureau de Stanford était déverrouillée. La pièce sentait faiblement le cuir et le vernis à bois, comme si quelqu'un passait encore pour entretenir l'illusion. Mais quelque chose avait changé. Le bureau, ce n'était pas le sien. Une nouvelle plaque de laiton brillait sous la lumière de la lampe. Le frère d'Hélène. Ma main s'est crispée sur la poignée de la porte en réalisant cela. Le même homme qui m'avait un jour demandé lors d'un barbecue du 4 juillet, « Alors, tu comprends comment fonctionnent les options d'achat d'actions, ou c'est au-dessus de tes moyens ?» Mais il n'avait pas tout vidé. Les étagères étaient encore empilées de classeurs et de trophées poussiéreux. Les tiroirs du bureau étaient un peu coincés quand je les ai ouverts, encore pleins de trombones oubliés, de stylos et d'une vieille agrafeuse. C'est là que je l'ai vu. Sous le tiroir du haut, scotché au fond, une clé USB noire. J'ai hésité, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai soudain su en quoi cette nuit allait se transformer. Pourtant, je l'ai décollé et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Un tiroir était verrouillé. J'ai pris un trombone et je l'ai ouvert. Un vieux truc que j'avais appris en réparant des armoires cassées à la maison. À l'intérieur, un dossier de photographie. C'était des photos de mariage. Hélène et moi, souriant, coupant le gâteau, dansant avec son père. Mais chacune d'entre elles avait été coupée, recadrée ou pliée. J'étais soit flou, soit complètement disparu. Celle avec moi et Hélène sous l'arche florale, coupée en deux, seule elle restait dans le cadre. Ce n'était pas de la rage. C'était comme être enterré vivant et réaliser qu'ils étaient déjà en train de verser la terre. Je suis sorti du bureau et je me suis dirigé vers la salle de reprographie à l'arrière où ils stockaient autrefois de vieux moniteurs externes et des archives confidentielles. J'ai trouvé un ordinateur portable poussiéreux, toujours branché, toujours en charge, peut-être oublié, peut-être laissé exprès. J'ai inséré la clé USB. L'écran a vacillé. Puis une liste de fichiers audio s'est chargée, des dates,
des noms de fichiers, des notes comme « brouillon de transfert »,« révision Hélène »,« conseil externe »,« urgent ». J'ai cliqué sur le premier, la voix de Stanford, calme, confiante. Faites le transfert complet avant le T4. Je veux que tout soit déchargé avant que l'idiot de gendre ne s'en aperçoive. Un autre fichier, sa voix à nouveau, riant cette fois. C'est facile. Il pense que le titre signifie quelque chose. Laissez-le assister aux réunions, sourire pour la photo de vacances. Ça nous fait gagner du temps. Et puis Hélène. Sa voix était plus douce, contrôlée. Il est bon pour les apparences, mais nous le remplacerons une fois que le conseil aura finalisé cette clause du contrat. Il ne l'a jamais signée, vous vous souvenez? C'était ça. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton de pause. Je ne l'ai pas appuyé. Je les ai laissés continuer à parler. J'ai laissé leur voix, leur complot, leur faux rire résonner dans cette salle de reprographie oubliée comme un défilé de fantômes dans lequel j'étais entré de plein fouet. J'ai éjecté la clé et je l'ai glissée dans ma poche juste au moment où la porte s'ouvrait. Un homme en uniforme de sécurité se tenait dans l'embrasure. Des épaules larges, une moustache grise, des yeux fatigués. Il n'a pas pris sa radio ni son arme. Il m'a juste regardé une seconde, puis a légèrement hoché la tête. Monsieur Osrich. Je lui ai fait un sourire crispé. Je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un ici si tard. Il a haussé les épaules. Je fais ma ronde toutes les quelques heures. Votre nom est apparu le mois dernier. Ils nous ont dit de supprimer votre accès. Alors pourquoi suis-je encore dans le système? Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Parce que je n'ai pas suivi les instructions. Ça ne me semblait tout simplement pas juste. Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas détourné le regard non plus. Il a expiré par le nez. Vous ne l'avez pas entendu de ma bouche, mais quelque chose se prépare cette semaine. Grande salle de conseil scellée pour vendredi. Tout le monde tourne en rond comme des vautours. Quel genre de quelque chose? Il a légèrement secoué la tête. Je ne suis pas sûr, mais vous n'étiez pas censé revoir cet endroit. J'ai hoché la tête. J'apprécie l'avertissement. Il a tenu la porte ouverte. Vous devriez peut-être y aller maintenant. Je suis passé devant lui. Déjà parti. La descente en ascenseur m'a semblé plus longue que la montée, comme si le bâtiment lui-même était réticent à me laisser partir. Quand je suis sorti, il avait commencé à pleuvoir, juste une fine bruine, assez pour brouiller les lampadaires en de petits halos lumineux. Je n'ai pas couru. Je n'ai même pas utilisé le parapluie dans mon coffre. J'ai juste marché, les mains dans les poches, le col relevé, la pluie s'infiltrant dans mes épaules, pensant à chaque mot, chaque mensonge, chaque souvenir effacé scotché derrière ce bureau d'entreprise poli. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé Hélène. J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que j'atteigne mon camion. Et le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet d'avocats qui m'avait laissé le message vocal. Et ce qu'ils m'ont remis a tout changé. Et au moment où je suis rentré ce soir-là, mes chaussures étaient trempées et mon manteau s'accrochait à moi comme un regret. Je n'ai pas dormi, j'ai juste fait les 100 pas. L'appartement semblait encore plus petit que d'habitude, trop calme pour ce que je savais maintenant. Vers 7 heures du matin, je me suis douché, j'ai enfilé le seul blazer décent que je possédais encore, et je me suis rendu au cabinet d'avocat du centre-ville. L'endroit n'était pas Tapa-Accent Graveleuil, juste un étroit bâtiment en briques de 2 étages coincé entre un magasin de vapotage et un restaurant délabré. Le genre de bureau que vous manqueriez si vous ne regardiez pas. À l'intérieur, une réceptionniste avec un sourire poli m'a indiqué l'arrière. « Monsieur Harland vous attend », a-t-elle dit. La porte a grincé alors que je la poussais. Monsieur Harland se tenait derrière un bureau en chêne usé, ajustant ses lunettes. Il était plus âgé, peut-être la soixantaine, avec un comportement calme qui vous faisait instinctivement baisser la voix. M. Stanford a laissé des instructions très précises, a-t-il dit en me désignant la chaise en face de lui. Je devais attendre qu'un changement de propriétaire ait lieu sans votre autorisation. C'est seulement à ce moment-là que je pouvais vous remettre ceci directement. Il a ouvert un tiroir de classement et en a sorti une épaisse enveloppe scellée. Les bords étaient jaunis. Mon nom manuscrit sur le devant dans l'écriture nette et délibérée de Stanford était la seule chose dessus. Je l'ai prise. Mes mains ne tremblaient pas, mais elles étaient crispées. Je l'ai remercié, je me suis levé et je suis parti sans un autre mot. De retour à mon appartement,
je me suis assis à la table de la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, se posant sur les bords dorés de l'enveloppe. J'ai hésité juste un instant avant de briser le sceau. À l'intérieur, une lettre. Pas de jargon juridique, pas de texte dactylographié, juste l'écriture de Stanford. Nette, anguleuse et indubitable. Si tu lis ceci, c'est que je suis soit mort, soit trop loin pour arrêter ce qu'ils font. Je savais qu'ils essaieraient quelque chose, mais je savais aussi qu'ils ne creuseraient pas assez profondément. C'est leur faiblesse. Penser que le contrôle signifie la propriété. Tu n'étais pas mon premier choix, Ozri, mais tu étais loyal, et tu es resté longtemps après que tous les autres aient commencé à tourner comme des vautours. Alors, j'ai laissé une serrure qu'ils ne peuvent pas crocheter. La lettre détaillait quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Une clause silencieuse, une clause enfouie profondément dans le trust de la concession. Selon Stanford, aucun actif hérité ne pouvait être vendu, transféré ou liquidé sans une double confirmation biométrique. L'une du fiduciaire actuel et l'autre de moi. Une sécurité. Et il l'a appelé de ses propres mots. Parce que je savais qu'un jour, ils essaieraient de te chasser. C'était ma police d'assurance, mais elle ne fonctionne que si tu la trouves à temps. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, la lettre sur mes genoux. Donc, ils avaient vendu la concession, mais sans moi, ce n'était pas valide. Pas légalement, pas entièrement. Stanford ne m'avait pas seulement laissé des miettes. Il m'avait laissé le détonateur. La page suivante donnait des instructions. Un tiroir caché sous l'ancien panneau de plancher de son bureau à la concession. Un souvenir a flashé. Il y a des années, alors que j'étais encore juste le type qu'Hélène avait épousé, Stanford m'avait montré une dalle lâche près du bureau d'angle. C'est là que la vraie histoire est gardée, avait-il dit en riant à moitié. À l'époque, je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Le reste du dossier contenait la version notariée de la clause. Officielle, estampillée, juridiquement contraignante. Hélène et son frère ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient fait un faux pas juridique si arrogant qu'il frisait la stupidité. Cet après-midi-là, je suis retourné au bureau de Monsieur Harland. Il a examiné les documents, parcourant chaque page lentement. Tout est là, a-t-il confirmé. Si vous choisissez d'activer la clause, nous émettrons une mise en demeure immédiatement. Gel total des actifs, litige civil si nécessaire. Je suis resté silencieux, puis j'ai plié la lettre à nouveau, lentement et proprement, et je l'ai glissée dans l'enveloppe. Je ne gèlerai rien, ai-je dit. Monsieur Harland a semblé surpris. Vous ne le ferez pas? Pas encore, ai-je dit. Ils pensent qu'ils ont gagné. Laissons-les penser ça un peu plus longtemps. Il a hoché la tête lentement. C'est votre décision. Mais si vous changez d'avis, dites-le simplement. Le soir est tombé au moment où je suis rentré. Je n'ai pas allumé la télévision, je suis juste resté assis à mon bureau, l'enveloppe à côté de moi, l'ordinateur portable ouvert. J'ai mis en favori des sites juridiques, des dossiers fiscaux, des archives du comté. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas exactement. Il s'agissait de levier, de jouer la main qu'il n'avait jamais su que j'avais. Je n'étais plus l'homme qui restait les bras croisés. Cette fois, ce serait moi qui écrirais les termes. Le lendemain matin, je suis arrivé 10 minutes avant l'ouverture. Le brouillard s'accrochait encore bas sur le trottoir, et le soleil n'avait pas encore complètement percé. Mes chaussures ont résonné contre le carrelage poli alors que je franchissais les portes d'entrée de la concession. Des portes qui portaient autrefois mon nom sur le registre de sécurité. Maintenant, le scanner a fait une pause, a hésité, puis a clignoté en vert. J'étais toujours dans le système. C'est drôle comme certaines choses sont négligées. À l'intérieur, l'air sentait cette odeur de construction neuve. De la peinture fraîche, du cuir synthétique et de l'ambition. La salle d'exposition avait été refaite. Des carreaux de sol brillants, des présentoirs bordés de néons, des bannières numériques géantes présentant la nouvelle vision d'Hélène. J'ai repéré 3 nouveaux vendeurs regroupés près de la machine à expresso, riant de quelque chose sur un téléphone. L'un d'eux a levé les yeux et a froncé les sourcils, ne me reconnaissant manifestement pas. De la mezzanine du bureau supérieur, une porte s'est ouverte. Clic, clic, clic. Le rythme indubitable des talons de créateur d'Hélène. Eh bien, a-t-elle dit, les bras croisés, un large sourire narquois. Je ne m'attendais pas à te voir ramper jusqu'ici.
Tu viens postuler pour le poste de concierge? On pourrait avoir un balai de libre. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Le blazer était trop serré aux épaules. Le sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle en faisait trop. Elle a incliné la tête et a fait un geste vers la salle de vente. Devon, a-t-elle appelé, la voix aiguë et douce comme un agrume devenu aigre. Viens rencontrer notre visiteur. Devon est sorti d'un bureau en verre, une tasse en papier à la main, portant l'une des vieilles Rolex de Stanford comme si elle avait toujours été à lui. Eh bien, a-t-il gloussé. Je ne pensais pas que nous verrions le fantôme du passé de la concession. Hélène s'est penchée légèrement, la voix portant assez pour que tout le monde à moins de 30 pieds puisse entendre. C'est Ozry, mon ex, le petit projet de charité de Stanford. Devon, montre-lui où on garde le placard à balai. Tu sais, pour le bon vieux temps. Des rires ont éclaté du coin de l'espresso. L'un des plus jeunes a donné un coup de coude à un autre, chuchotant, c'est vraiment son ex-mari? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement reculé vers le bureau de réception principal où l'ancien panneau en chêne portait encore une légère égratignure que j'y avais accidentellement faite il y a des années. Un rappel silencieux. J'étais là bien avant les écrans LED et les slogans de motivation. Hélène a de nouveau ouvert la bouche, mais la porte d'entrée s'est ouverte avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. 3 personnes sont entrées, costumes impeccables et confiance tranquille. Une femme en jupe crayon grise les menait, suivie de 2 hommes avec des mallettes. Nous sommes de Burnham Associates, a-t-elle dit en sortant un dossier. Nous sommes ici pour examiner les documents de transaction liés au trust de la concession. Hélène s'est figée en plein mouvement. J'ai souri et j'ai fait un signe de tête vers le bureau. Merci d'être venu. Faisons ça rapidement. On pouvait sentir l'air changer légèrement. La confiance dans la posture d'Hélène s'est fissurée comme de la glace mince. Devon a cligné des yeux, puis s'est avancé, essayant de reprendre le dessus. C'est toi. C'est toi qui les as appelés? C'est moi. L'équipe s'est déplacée rapidement, sans se soucier des amabilités. La femme s'est tournée vers Hélène. Nous aurons besoin d'un accès à tous les documents relatifs à la vente d'actifs hérités, en particulier ceux adossés à des trusts. Notre cabinet est autorisé en vertu de la clause 17B de l'accord de trust. Hélène s'est tournée brusquement vers moi, la voix basse et aiguë. Tu n'avais pas le droit de les impliquer dans ça. J'ai haussé les épaules. En fait, je suis le seul à l'avoir. Elle a cligné des yeux. De quoi parles-tu? Tu as sauté la clause 17B. Tu sais, celle qui exige une confirmation biométrique du cosignataire silencieux. J'ai haussé un sourcil. C'est drôle comme le langage juridique fonctionne. Devon s'est approché, essayant de me dominer. Si tu ramènes encore des avocats ici, je te jure. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai tendu un dossier manille à la femme. Tout ce dont vous aurez besoin est là-dedans, y compris l'amendement notarié de Stanford. Hélène a attrapé le bras de Devon et l'a tiré à part. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai attrapé des bribes. Tu as dit que les papiers étaient en règle. Je ne savais pas. Personne ne m'a dit qu'il y avait une clause silencieuse. Stanford était paranoïaque. Il n'aurait jamais. Il l'a fait. Pendant qu'il chuchotait et paniquait, l'équipe d'audit avait déjà commencé à scanner des fichiers. L'un a ouvert un tiroir sous le bureau. Un autre cliquait sur un ordinateur portable, comparant les enregistrements numériques. Chaque mouvement était méthodique, propre. Hélène s'est retournée et a sifflé, tu es pathétique. Ça ne tiendra pas. Tu n'as même pas pu garder ton travail ou ta femme. J'ai légèrement hoché la tête. Peut-être, mais j'ai gardé la seule chose qui compte, la vérité. Pendant une seconde, juste un souffle, son expression a vacillé. Puis elle s'est durcie. L'auditrice principale s'est tournée vers moi. Nous vous contacterons. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je me suis retourné pour partir. Pas de feu d'artifice, pas de cris, pas de confession de dernière minute, juste le silence. Et pourtant, je pouvais sentir tous leurs yeux sur moi alors que je sortais. Pour la première fois, ils ne me voyaient pas comme l'homme qu'elle se moquait, mais comme celui qui avait discrètement tiré le tapis sous leurs pieds. Hélène m'a traité de faible. Elle ne refera pas cette erreur. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de la seule personne que je n'aurais jamais pensé contacter.
J'ai regardé l'email pendant un moment avant de cliquer sur envoyer. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, puis ont tapé la dernière ligne avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les dernières volontés de Stanford étaient claires. Honorons-les, avec ou sans son consentement. Je n'ai pas pris la peine de le relire, j'ai juste cliqué sur envoyer, puis je me suis assis en arrière, laissant le bourdonnement de la nuit de la ville dériver par ma fenêtre ouverte. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard. Le nom sur l'écran a fait froncer mes sourcils. Eldridge. Je n'avais pas entendu ce nom depuis les funérailles. Le vieil associé de Stanford. Silencieux, vif, formel, le genre d'homme qui portait toujours un costume 3 pièces et ne disait jamais plus que nécessaire. Monsieur Eldridge, ai-je répondu, surpris. Il y a eu une pause avant que sa voix ne crépite, âgée et mesurée. Osric, je m'excuse pour l'heure tardive. J'ai hésité à attendre jusqu'au matin, mais certaines choses ne peuvent pas attendre. Je me suis levé, sentant déjà un poids étrange s'installer dans mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que vous devez voir, a-t-il dit simplement. Ça aurait dû apparaître pendant la succession, mais ça ne s'est pas produit, et c'est troublant. Je n'ai pas hésité. Je monte en voiture. En milieu de matinée, je me garais devant une modeste maison de ville en briques coincée entre 2 bâtiments de style fédéral dans le nord-ouest de Washington. Le nom d'Eldridge était encore sur la porte en verre dépoli, bien que quelqu'un ait scotché une plaque de bureau attrayante avec les heures d'ouverture, sur rendez-vous uniquement. À l'intérieur, l'endroit sentait le papier et le vernis au citron. Une jeune assistante m'a conduit à une petite salle de conférence, hochant poliment la tête mais n'offrant aucune conversation. Eldridge est entré quelques instants plus tard, se déplaçant plus lentement que dans mes souvenirs, mais avec la même concentration sévère dans les yeux. « J'apprécie votre venue », a-t-il dit en tendant la main. « Je n'aurais pas manqué ça », ai-je répondu en m'asseyant en face de lui. Il a sorti une enveloppe scellée de sa mallette et l'a fait glisser sur la table, de couleur crème, ancienne. Mon nom manuscrit dans l'écriture indubitable de Stanford se trouvait au centre. « Eldridge ?» Il a doucement levé la main. Elle m'a été postée. 2 semaines avant l'AVC de Stanford. Il l'a marqué à n'ouvrir qu'en cas de suspicion d'acte criminel. Sa mâchoire s'est crispée. J'aurais dû l'ouvrir quand la poussière a commencé à retomber. Mais, eh bien, disons simplement que le cabinet a connu quelques changements. Elle a fini enterrée dans un dossier non lu. Ce n'est qu'en vidant le tiroir du domaine hier soir que je l'ai trouvé. Mes mains tremblaient déjà alors que je brisais le sceau. Ce n'était pas long, une page, manuscrite. Je l'ai lu en silence. Osric, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Je suis devenu inquiet dernièrement. Hélène et Devon ont tourné autour de moi, m'isolant. Ils insistent pour que je signe des papiers sans les lire. Ils insistent pour que je me repose, que je reste loin du téléphone. Je crains la manipulation. Je crains de ne pas avoir la chance de dire ce que je pense quand ça compte le plus. Alors voilà. Je n'ai pas confiance en Hélène. Je n'ai pas confiance en Devon. C'est en toi que je crois. Le seul qui n'a jamais voulu le pouvoir mais qui l'a mérité quand même. Si je ne peux pas parler pour moi-même, que ceci parle pour moi. Stanford. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3 fois. Chaque ligne frappait comme un train lent, me coupant le souffle sans violence, mais avec poids. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était une main tendue du passé, pointant à travers le brouillard. J'ai levé les yeux. Eldridge avait croisé les mains sur la table, me regardant. Ceci, j'ai dégluti. Ceci change tout. Il a hoché la tête. La lettre n'a jamais été versée à la succession, non pas à cause d'un complot, Osric, mais parce qu'elle s'est perdue dans un dossier étiqueté et correspondances diverses du domaine. Ma faute. Pas d'excuse. Mais ça signifie, ai-je dit lentement, que le testament qu'Hélène a soumis n'était peut-être pas le dernier. Il y avait des projets de révision, a confirmé Eldridge. Stanford m'avait brièvement parlé de mettre à jour son testament pour vous nommer directement, mais ensuite il y a eu l'AVC, et puis, il a expiré. Le cirque. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, la ville bourdonnant en dessous. La lettre gisait à côté de la photo encadrée de ma mère sur le bureau. Tu savais, n'est-ce pas, ai-je chuchoté à son sourire. L'appartement était silencieux, mais ma tête était tout sauf ça. Je ne ressentais plus de chagrin. Pas du genre brut, du moins.
Il s'était calcifié en quelque chose de plus serré, de plus clair. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti l'acte de propriété scanné que Stanford avait préparé des mois auparavant, puis j'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à lister des noms, des membres du conseil d'administration, d'anciens associés, des avocats avec de longues mémoires et une éthique aiguisée. J'ai rédigé 3 emails, un demandant l'accès au dépôt du testament original, un à un détective privé que je connaissais de l'époque de la sécurité de Stanford et un à un auditeur financier avec une habilitation fédérale. Chaque frappe était stable, déterminée. Je ne me débattais plus. Je construisais. Mon dernier message ce soir-là était court. Adressé aux fiduciaires principaux de l'époque de la fondation. Les dernières volontés de Stanford étaient claires. Honorons-les, avec ou sans son consentement. Je l'ai envoyé, puis je me suis assis en arrière. Quelque part là-bas, Hélène croyait encore qu'elle était intouchable. Elle n'avait aucune idée de ce que je tenais maintenant entre mes mains. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente à ma porte le lendemain matin, les cheveux mouillés par la pluie, les yeux écarquillés de panique. Et je n'ai pas eu besoin de demander qui frappait à ma porte à 6h47. Pas après la tempête que j'avais déclenchée pendant la nuit. Quand j'ai ouvert, Hélène se tenait dans le couloir, les cheveux trempés par l'averse, le mascara coulant au coin de ses yeux, la poitrine haletante. Il gèle nos comptes, a-t-elle craché, la voix basse et venimeuse. Que as-tu dit à la banque? Je n'ai pas bronché. J'ai juste tendu la main vers la table de la console, j'ai pris une serviette propre et je la lui ai tendue. Tu as toujours dit que je n'avais pas ma place ici, ai-je dit doucement. Peut-être que tu avais raison. Elle a cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai vu une fissure dans cette carapace soigneusement manucurée, mais elle n'a rien dit d'autre. Elle s'est retournée et est partie en trombe, ses talons claquant avec une défiance rageuse dans le couloir. J'ai fermé la porte doucement, je l'ai verrouillée, puis je suis retourné à la cuisine pour me verser mon café. 3 jours plus tôt, j'avais déjà vu le coup venir. L'email de notre conseil juridique interne avait été bref. Trop bref. Juste une seule ligne faisant référence à une clause obscure enfouie dans la charte fondatrice du cabinet. Section 9.4. Clause de non-exécution. Révocation d'actionnaires en attente de vote du conseil d'administration en cas d'incapacité mentale ou d'abandon. Stanford m'en avait un jour prévenu il y a des années, après une réunion de conseil difficile. Il s'était penché dans son bureau et avait dit, « Ils essaieront d'utiliser cette clause contre toi un jour, Osrich. » C'était l'idée de Devon. Ne leur donne jamais cette chance. Alors, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai contacté un avocat spécialisé en conformité d'entreprise dans le Maryland en qui j'avais confiance depuis mes jours de consultant, j'ai demandé un audit complet de la clause, je l'ai croisé avec les mises à jour de nos amendements de 2015 et 2018. Il s'est avéré que la clause avait expiré. Silencieusement, 6 mois plus tôt, lorsque Stanford l'a retirée lors d'un vote que personne ne s'est donné la peine de documenter entièrement. Et heureusement pour moi, j'avais accès à l'archive de l'appel vidéo de ce vote. Mais Hélène et Devon ne le savaient pas. Ils comptaient sur ma lenteur, mon impréparation, mon instabilité émotionnelle. Le gars qui se cachait derrière d'épaisses lunettes et remettait en question chacun de ses mots. Pas l'homme qui se tenait maintenant derrière la dernière lettre manuscrite de Stanford et 3 procurations certifiées du conseil. Leur erreur. Au moment où la porte de la salle du conseil s'est ouverte ce vendredi matin, l'air était chargé de tension. 8 membres du conseil étaient assis en silence. Devon, toujours aussi suffisant, a ajusté sa cravate et m'a offert un demi-sourire. Hélène avait l'air soignée, posée, confiante, jusqu'à ce que j'entre avec Monsieur Elridge à ma droite et les 2 associés fondateurs retraités de Stanford, Monsieur Barran et le docteur Décliné, à ma gauche. J'ai pris le siège au centre de la table. Personne n'a dit un mot. Puis j'ai ouvert le dossier et j'ai disposé les éléments un par un. Une copie notariée de la lettre de Stanford, une impression des conclusions préliminaires de l'auditeur, une chronologie certifiée des retraits de comptes internes au cours des 6 derniers mois de la vie de Stanford. La mâchoire d'Hélène s'est crispée. Les mains de Devon se sont légèrement refermées sur les bras de sa chaise. Avant de continuer, ai-je dit calmement, je crois qu'il est dans l'intérêt de ce conseil d'entendre ce que Stanford voulait réellement, pas seulement ce qui était pratique. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Monsieur Elridge a pris la parole ensuite, exposant brièvement comment la lettre avait été retenue, comment elle avait fait surface et pourquoi l'audit médico-légal avait été déclenché. Lorsque le mémo de l'auditeur principal a été lu à haute voix,
listant les mouvements non autorisés de fonds de provision de clients et notant des irrégularités financières constantes remontant à des comptes gérés par LNM et devant S, le conseil est devenu silencieux. Personne n'est venu à leur défense, pas même les 2 membres juniors sur lesquels ils comptaient autrefois. Le vote a pris moins de 5 minutes. Il ne s'agissait plus de me révoquer. Il s'agissait de les enquêter. Hélène regardait droit devant elle, figée. Devon avait l'air pâle, comme s'il avait avalé une bouchée de sable. Alors que les papiers étaient collectés et signés, je me suis levé, j'ai ajusté ma montre, j'ai rassemblé le dossier. En passant devant Hélène, je ne me suis pas arrêté, je me suis juste penché légèrement vers elle et j'ai dit d'un ton égal, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la restauration. Dehors, le vent d'automne s'était levé. Il faisait bruisser les drapeaux suspendus près de l'entrée principale. Quelques feuilles ont glissé sur le trottoir alors que je retournais vers la voiture qui attendait au bord du trottoir. Je ne ressentais pas de triomphe, juste de la certitude, et peut-être pour la première fois depuis des années, du calme. Et la pluie n'avait pas cessé. Elle tambourinait contre le pare-brise alors que j'étais assis dans la voiture garée juste en bas de la rue du cabinet. Je n'étais pas rentré après le vote du conseil. Je ne pouvais pas encore. Il y avait quelque chose que je devais confirmer d'abord. L'air à l'intérieur de la voiture était lourd, épais de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas de l'effroi, pas de la colère, juste du calme. Un calme étrange, profond, qui s'installe quand on voit enfin la dernière pièce d'un long et les jeux se mettre en place. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de texto d'Hélène ou de Devon. C'était inhabituel de leur part, ce qui ne signifiait qu'une chose. Quelque chose bougeait déjà en coulisses. J'avais raison. L'email est arrivé exactement 2 heures plus tard. Pas de salutation, pas d'avertissement, juste une ligne d'objet. Vote d'urgence des actionnaires, résultat clos. Il l'avait fait. Hélène avait convoqué une réunion d'urgence non programmée sous prétexte que je ne répondais pas et que le cabinet avait donc besoin de clarté en matière de leadership. Selon le résumé juridique, Devon a présenté une motion visant à dissoudre l'entité actuelle et à transférer tous les actifs, les clients et le personnel dans une nouvelle SARL enregistrée sous son seul nom. Même adresse, même cabinet en tout sauf le nom, juste moi et les actionnaires. La plupart d'entre eux ont signé sans poser de questions. Je pouvais l'imaginer clairement. Hélène dans son costume gris impeccable, les bras croisés, Devon jouant le réparateur charmant, promettant stabilité et progrès. La peur est persuasive, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Au moment où j'ai atteint le bureau, c'était déjà fait. Ils étaient encore dans la salle de conférence principale quand je suis entré. Hélène sirotait un café, toujours aussi suffisante. Devon riait avec 2 des associés principaux. Un notaire se tenait dans le coin, rassemblant des documents. Les rires se sont tus quand ils m'ont vu. Hélène n'a pas bronché. Elle a souri comme si elle venait de gagner le dernier tour. « Tu as manqué le vote », a-t-elle dit légèrement. « Nous avons attendu 15 minutes », a ajouté Devon. « Mais tu seras heureux de savoir que tout s'est bien passé. Pas de perturbation pour les clients, pas de scandale, juste une transition propre. » Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai hoché la tête une fois et j'ai tourné les talons. Le son de la voix de Devon m'a suivi alors que je sortais, joyeux, jubilant. « Tu peux laisser ta clé à la réception, Osery. Oh, et ne t'inquiète pas pour le tiroir du bureau. Nous l'avons déjà vidé. » Au moment où je suis sorti, la pluie s'était calmée en une bruine régulière. Je n'ai pas pris la peine de prendre un parapluie. J'ai juste continué à marcher. Les serrures de sécurité seraient changées dans l'heure. J'en étais sûr. Mais ils avaient oublié une chose. Ce coffre-fort. Plus tard dans la soirée, je me suis rendu à l'installation hors site, un bâtiment discret niché entre une clinique dentaire et un vieux magasin de piano. Le genre d'endroit devant lequel on passerait 100 fois sans le remarquer. Mais à l'intérieur, derrière 2 couches d'entrée blindées et une porte renforcée en acier, se trouvait une pièce qui portait encore le nom de Stanford et le mien. 6 mois avant sa mort, Stanford m'avait nommé co-signataire et fiduciaire d'urgence pour le coffre-fort numéro B17. Nous n'en avions jamais parlé en public. C'était juste une conversation tranquille autour d'un café un matin, accompagnée d'une clé et d'un avertissement. N'utilise pas ça à moins que tout ne brûle. Ce soir ressemblait à un incendie. Je me suis enregistré.
L'agent du coffre-fort a levé les yeux de son bureau, a hoché la tête sans me reconnaître et m'a fait entrer. Dans la pièce réfrigérée, je me suis déplacé lentement. Les néons au-dessus bourdonnaient faiblement. L'air sentait le vieux papier et le métal. Des rangées de tiroirs ignifuges s'étendaient le long du mur du fond. J'ai déverrouillé le tiroir 6B, celui marqué simplement « Henri Harper ». À l'intérieur, 3 choses. Premièrement, une liasse de contrats clients, originaux, complets avec signature et calendrier de paiement, certains datant de plusieurs décennies. Deuxièmement, un dossier scellé avec mon nom écrit dans la cursive ample de Stanford. Et troisièmement, un document distinct, notarié et plastifié. J'ai ouvert celui-ci en premier. Il était intitulé « Clause de réversion, activation d'urgence ». Mes yeux ont parcouru les premières lignes, le cœur calme. En cas de dissolution unilatérale du cabinet sans l'approbation de tous les héritiers fondateurs, tous les dossiers clients, les actifs et les licences de marque reviendront au seul fiduciaire désigné, avec effet immédiat. En bas, la signature de Stanford, datée, juridiquement contraignante, attestée et scellée. Il ne m'avait pas seulement écarté. Il m'avait tout donné. J'ai pris une respiration. Puis j'ai ouvert le dossier scellé. Il y avait des photos, des lettres, des transcriptions audio, des preuves de mauvaise gestion financière, des retraits de comptes de bienfaisance, des détournements de fonds de provision, même une liste de fausses factures que Devon avait déposées sous de faux fournisseurs. Stanford avait su. Il avait juste attendu. Et maintenant, tout était entre mes mains. J'ai rangé les documents dans une fine mallette noire, j'ai fermé le tiroir et je me suis retourné pour partir. En sortant, le vent s'était levé. Des nuages tourbillonnaient au-dessus, bas et lourds, comme si le ciel se préparait à quelque chose. Je me suis arrêté à la porte et j'ai levé les yeux. C'est l'heure, ai-je murmuré. La tempête ne faisait que commencer. Le silence dans mon bureau n'a pas duré longtemps. Moins d'une heure après avoir placé ce dernier dossier dans ma mallette et être sorti dans la tempête, j'ai reçu une invitation. Non, une déclaration. Devon avait convoqué le conseil d'administration pour une célébration de la transition. Le champagne était déjà au frais. Apparemment, ils étaient prêts à porter un toast au nouveau chapitre brillant du cabinet. C'était la phrase de l'email officiel. Je n'ai pas répondu. Je suis arrivé précisément 5 minutes après qu'ils aient commencé. La pièce est devenue silencieuse au moment où la porte s'est refermée derrière moi. Devon, assis en bout de table, s'est figé en pleine phrase. Hélène, debout près du tableau blanc avec un graphique intitulé « Croissance projetée sous nouvelle direction », a cligné des yeux une fois, puis a ricané comme si j'étais un souvenir oublié qui revenait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai marché calmement jusqu'au centre de la pièce, j'ai ouvert ma mallette et j'ai distribué des paquets identiques un par un à chaque membre du conseil. Ma main n'a pas tremblé. Ma voix n'a pas craqué. J'ai seulement dit, vous devriez lire ceci attentivement. Au début, ils ont hésité, mais quand ils ont ouvert les documents et ont vu la clause d'assurance originale du cabinet, le grand livre d'archives et la copie notariée de la directive de transfert de Stanford, on pouvait sentir l'air changer. Devon a pris son verre de champagne. Sa main tremblait. Les lèvres d'Hélène se sont pressées en une ligne si fine qu'elles ont perdu toute couleur. L'avocat engagé pour superviser la transition, un homme nommé Craig avec qui j'avais déjà travaillé, s'est éclairci la gorge et a dit « Ces documents sont légitimes et contraignants ». Hélène s'est avancée, essayant de prendre le contrôle. C'est absurde. Il n'était pas présent pour le vote. Nous avons agi en vertu de la clause d'urgence. Nous en avions le droit. Je l'ai regardé et j'ai finalement parlé. Vous aviez le droit de tenir un vote. Vous n'aviez pas le droit de dissoudre le cabinet sans le consentement unanime de tous les héritiers fondateurs. C'est ce que la clause de Stanford exige. Et parce que vous l'avez contourné, tous les actifs et les dossiers me reviennent. Il y a eu une longue pause. Puis j'ai ajouté, oh, et vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil à la deuxième moitié de ce paquet. Devon a feuilleté les pages jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Son visage est devenu d'un gris terne. Tout était là. Chaque transfert, chaque honoraire de consultant acheminé par des sociétés écrans, l'utilisation abusive des fonds de fiducie des clients, recoupés, datés, vérifiés, tout provenait du coffre-fort. Tu as manigancé ça, a sifflé Devon. Non, ai-je répondu. Tu l'as enterré. Je l'ai juste déterré. Hélène a réessayé. Nous pouvons arranger ça. Soyons raisonnables.
Il n'est pas nécessaire de brûler tout le cabinet pour une simple formalité. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une formalité. C'est du vol, de la fraude et un manquement à l'obligation fiduciaire. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de claquer quoi que ce soit sur la table. Le poids de la vérité a fait le travail pour moi. Devon s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Il s'est précipité vers la sortie, marmonnant quelque chose à propos d'appeler son avocat. Mais quand il a ouvert la porte, 2 hommes en costume sombre attendaient à côté de sa voiture. Ils n'ont pas dit un mot, ont juste montré leur badge. Hélène s'est effondrée dans sa chaise. Je me suis tourné vers le conseil, j'ai placé une autre enveloppe scellée sur la table et j'ai dit, avec effet immédiat, je démissionne en tant qu'actionnaire unique. Vous partez, a demandé l'un des membres du conseil, stupéfait. J'ai hoché la tête. Ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais voulu posséder ce qui a été construit par la manipulation. Je voulais juste que la vérité ait à nouveau sa place à la table. J'ai ramassé ma mallette, je suis sorti. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Le lendemain matin, je n'ai pas allumé les informations. Je n'ai pas consulté le site web du cabinet. Je n'ai pas répondu aux textos ou aux emails. Au lieu de cela, je me suis rendu dans un modeste bâtiment en briques du centre-ville, à quelques pâtés de maison du palais de justice. C'était autrefois un cabinet de courtage en assurance. Silencieux. Banal. C'était à moi maintenant. J'ai placé le dossier scellé que Stanford avait laissé dans le tiroir du bas de mon bureau. En milieu de journée, Hélène était apparemment en pleine panique. Son bureau a été vidé sur ordre du tribunal. Son téléphone vibrait sans arrêt avec 67 appels manqués. Des membres du conseil exigeant des explications. Des journalistes flairant un gros titre. L'avocat de Devon demandant une réunion de gestion de crise. Parmi eux, un message vocal de moi. Les clés sont sur le bureau. Je suis déjà parti. C'était tout. Pas de menaces, pas de jubilation, juste une conclusion. Tard cet après-midi-là, j'ai enfin ouvert l'enveloppe scellée de Stanford. À l'intérieur, une seule note écrite de son écriture propre et délibérée. Tu as toujours été celui en qui j'avais confiance. Non pas parce que tu étais bruyant, mais parce que tu écoutais. Et quand tu bougeais avec un but. Ce cabinet n'a jamais été une question d'argent. C'était une question d'héritage. Tu connais la différence. C'est pourquoi je t'ai choisi. J'ai plié la note et je l'ai placée à côté d'une vieille photographie de ma mère et de Stanford, prise avant que les choses ne s'effondrent. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste penché en arrière dans ma chaise. Pas de titre, pas de poids qui m'oppresse. Juste de l'air, du calme, de la paix. Ils ont essayé de m'effacer, mais maintenant tout ce qu'ils ont construit repose entre mes mains.